Il y a 31 ans, comme la plupart des subsahariens de ma génération, notamment francophones, pleins d'enthousiasme et de certitude, nous étions dans les rues pour accompagner ce que l'on a appelé le vent des démocraties, qui partit de l'Europe de l'Est, traversait l'Afrique entière. Pour nous, c'était la bourrasque salvatrice qui allait sortir le continent de l'obscurantisme et de la misère. La démocratie devait être le remède magique à tous nos maux. Le président français, François Mitterrand, soucieux de redorer son blason, se saisissait de cette opportunité pour inviter les Africains à adhérer à cette religion. C'est évident que cette aide traditionnelle, déjà ancienne, sera plus tiède en face de régimes qui se comporteraient de façon autoritaire sans accepter l'évolution vers la démocratie, et qu'elle sera enthousiaste vers ceux qui franchiront ce pas avec courage et autant qu'il leur sera possible. Pour que s'installe cette nouvelle religion, cette urgente démocratie, il fallait absolument faire partir les anciens, les tout-puissants pères fondateurs hérités des indépendances, ceux que la veille on nous demandait de célébrer, ceux que l'on soutenait depuis l'accession à la souveraineté internationale malgré leur incurie et leur violence. Les grands timoniers, pères fondateurs, ceux qui pendant plusieurs décennies étaient les modèles à suivre. Désormais, c'était eux la source de tous nos malheurs et de notre retard. Nous avions à présent un ennemi intérieur à chasser. À partir de cet instant, le parti unique tant vanté était à bannir. L'heure était à l'instauration de la démocratie décrétée à la bolle. Le multipartisme. Le maître d'hier avait aussi réussi à garder la bride à travers cette nouvelle idéologie qu'il pilotait. Il nous dictait insidieusement ce que nous devions faire, ce qui était bon pour nous. Et nous y avons adhéré. Et dans ce combat, beaucoup de jeunes et de moins jeunes y ont laissé leur vie. On y a adhéré comme on entre en religion, sans trop chercher à comprendre. Heureux les pauvres en esprit. Toute personne qui s'y opposait ou traînait à se convertir était systématiquement balayée. Comme le général Boussa Traoré du Mali, le général Mathieu Kérékou du Bénin étant tombé quelques mois plus tôt. La bourrasque a emporté entre autres le président Denis Sassou Nguesso du Congo, Mobutu Sese Seko du Zaïre, pour ne citer que cela. Bref, le paysage politique s'est vu modifié. Désormais, on entrait dans l'ère des élections tous azimuts. Élections présidentielles tous les 5 ans, élections législatives au même rythme, élections municipales à la même cadence, pour ne citer que ces rendez-vous. Quelques 30 ans plus tard, après des dizaines d'élections démocratiques et quelques dizaines de dirigeants neufs, quel bilan! De nombreuses nations africaines ont adopté des textes très démocratiques, presque toujours calqués sur les modèles occidentaux, notamment ceux de l'ancienne métropole, ceux de l'ancien colonisateur qui leur a si généreusement prescrit ce remède. Elles organisent régulièrement, à grands frais, des élections comme l'impose le système. Mais les conditions de vie des populations ont-elles changé? Rien n'est moins sûr. De nombreux partis politiques, très souvent à base ethnique, sont apparus, avec des dirigeants très souvent plus véreux, plus corrompus que ceux qu'ils ont bousculés et remplacés. Quelques intellectuels, disons plutôt des diplômés, ont parfois remplacé dans des palais plus cossus les pères fondateurs d'hier. Ils se sont souvent servis des ambiguïtés du système électoral lorsqu'ils ne les ont pas façonnés sur mesure pour se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible. L'achat des votes a remplacé la pression qu'exerçait naguère le parti unique sur le citoyen. Aux yeux du monde, l'Afrique est en train d'évoluer, puisqu'elle a adopté des textes dits démocratiques. Ses dirigeants sont devenus fréquentables. Certains se targuant même à voix haute d'être les meilleurs élèves de Paris. Mais dans la réalité, lorsque l'on regarde les chiffres et les indices de développement, la population s'est paupérisée. Les jeunes sont désenchantés. La crise est de plus en plus aiguë. Les écoles qui autrefois offraient vermifuges, vaccins et autres comprimés de Nivaquine ressemblent à des écuries mal entretenues où le maître, les enseignants impuissants sont devenus des gardiens d'enfants et leur souffre-douleur. Bref, la situation économique et sociale s'est détériorée presque partout. Quelques nations ont même basculé dans la guerre civile. Mais dans le même temps, sont apparus quelques chefs, souvent issus de la soldatesque, parfois arrivés au pouvoir par les armes ou à la suite d'événements sanglants, sans forcément passer par les urnes, qui curieusement ont changé le visage de leur pays. Des leaders qui parfois, en piétinant allègrement les sacro-saints principes qui ont été érigés au nom de la démocratie, ont surpris l'Afrique et avec elle la communauté tout entière en transformant leur pays en pôle de développement. En faisant reculer la pauvreté
et en donnant de la dignité et le sens de l'intérêt commun au leur. Cela malgré les critiques acerbes et les menaces des grandes puissances toujours promptes à donner des leçons. Ils ont, au rythme d'une armée dirigée par un général, redonné espoir à leur peuple. Ils ont fait comprendre aux leurs qu'ils peuvent être maîtres de leur destin. Le Rwanda ou l'Éthiopie, jusqu'à une date récente, pour ne citer que ces deux pays, sont assurément de ceux-là. Pendant ce temps, dans la plupart des pays francophones d'Afrique centrale, l'on continue de s'accrocher au fauteuil sans vision, sans développement, mais avec une savante stratégie pour se jouer des insuffisances des textes fondamentaux aux couleurs démocratiques. On a installé au sud du Sahara francophone des démocraties électorales qui coûtent une fortune sans presque jamais apporter de solution. Certains disent que la démocratie n'a pas de prix. C'est très discutable. Petit inventaire. Sécurisation des bureaux. Impression des bulletins, machine à voter. État et bailleurs de fonds dépensent chaque 5 ans des dizaines de millions d'euros pour organiser des élections présidentielles, parlementaires ou locales. Des coûts parfois polémiques, surtout lorsqu'ils ralentissent le processus électoral. Et parfois, la facture explose. Tenez, en 2010, en Côte d'Ivoire, les partenaires internationaux ont versé près de 252 millions d'euros pour les élections, un record en Afrique. En 2018, les élections présidentielles et législatives ont coûté au Mali un peu plus de 76 millions d'euros, soit presque 50 milliards de francs CFA. Ceci pour reconduire un président déjà aux affaires depuis 5 ans. 3 ans après, il a été renversé. C'est un peu comme si on avait mis cette extraordinaire somme dans les toilettes et on a tiré la chasse puisque ni le président élu, ni les députés ne sont plus là. Ils ont été balayés par les difficultés de la gouvernance. Cette somme correspond à plus de 10 hôpitaux de référence dont ont vraiment besoin les populations. Des hôpitaux qu'ils n'auront jamais. Au Cameroun, on a dépensé en 2018 pour les élections présidentielles un peu plus de 82 millions d'euros, soit 54 milliards de francs CFA, pour reconduire le président aux affaires depuis novembre 1982. Et presque les mêmes représentants à l'Assemblée nationale, soit l'équivalent de 530 écoles de qualité dans le pays, ce qui changerait considérablement le monde scolaire et académique. Je ne parle pas du nombre d'hôpitaux qui auraient été construits pour le même prix, des choses concrètes qui auraient changé la vie des populations. Au Burkina Faso, en 2015, on a dépensé pour la présidentielle et les législatives un peu plus de 47 millions d'euros, soit plus de 30 milliards de francs CFA dans un pays enclavé où on manque de tout, où les hôpitaux sont des mouroirs et où la priorité doit être la sécurité face à des bandes armées qui tuent sans discernement dans les villages du pays, où les militaires manquent d'équipements pour défendre l'intégrité du territoire. Après avoir dépensé la même somme il y a moins de 2 ans, le président Roch-Marc Christian Kaboré a été renversé et le Parlement dissous. Encore des centaines d'hôpitaux brûlés sur l'autel des élections dites démocratiques. Des centaines de kilomètres de routes qu'on ne construira pas. En République démocratique du Congo en 2018, on a dépensé 600 millions de dollars pour la présidentielle, les législatives et les provinciales, soit près de 350 milliards de francs CFA. Ceci correspond à 400 km de route dans cet immense territoire totalement enclavé. 2 parcs agro-industriels, 5 avions Airbus 319 neufs, 4000 bus de transport neufs de marque Mercedes, plus de 4000 écoles primaires et secondaires. Avec cette somme, on aurait aussi pu bâtir plus de 5 barrages hydroélectriques pour fournir l'énergie qui fait si cruellement défaut à ce vaste territoire, ou encore 50 centrales de production d'eau potable dans ce pays où l'on meurt encore de paludisme. Ces calculs sont ceux de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo Mapom. Tout cet argent, cette somme aurait pu permettre de lutter efficacement et définitivement contre l'insécurité dans l'est de la RDC où des bandes armées font encore la loi, où l'insécurité est devenue la règle. Il aura fallu, après le scrutin, plus de 2 ans de crise, de blocage, de tergiversation, de tractation, d'arrangement pour que le président élu, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête d'une union sacrée et hétéroclite, puisse enfin prendre les rênes du pays. Et déjà, on envisage la prochaine échéance électorale. L'année prochaine, en juin 2023, il faudra encore débourser 500 millions de dollars pour les élections. Lorsque l'on fait l'inventaire de tous ces scrutins, il y a moins de 10% d'alternance. En gros, les mêmes remportent leur siège. On vote donc presque pour rien. Une tragique comédie. À quoi ça sert de dépenser 500 millions de dollars pour financer un simulacre d'élection dont on connaît les résultats à l'avance et qui en plus vont diviser les populations et très souvent entraîner des violences? Ceci pose avec acuité, avec violence, j'allais dire, la problématique, le fameux dilemme entre
la démocratie et le développement. Question que certains intellectuels, un peu rapidement, pleins de certitudes, balaient d'un revers de la main. J'arrête là cet inventaire pour ne pas vous déprimer avec le gâchis que l'on perd chaque année sans garantie d'alternance et qui très souvent se termine en crise, en contestation, en division du pays, en guerre civile. Devant toutes ces ratés, ces échecs, je m'interroge. Avons-nous, au début de la décennie 90, mené le bon combat? Est-ce bien de cette démocratie dont le continent a urgemment besoin? Son salut ne passe-t-il pas, contrairement à la réflexion de Barack Obama, par des hommes forts? La doctrine nécessaire n'est-elle pas celle qui promeut le développement? Je n'ai pas de réponse, Je n'ai pas de réponse définitive. Je m'interroge tout simplement. J'avoue que je n'ai pas de réponse et je ne pense pas être détenteur d'une quelconque vérité. Et je sais que ce type de réflexion peut susciter une critique acerbe, la colère des nombreux diplômés qui l'ont adopté comme on entre en religion. Je peux le comprendre et intégrer leur opposition. Mais dans l'absolu, n'est-ce pas du débat d'idées dont nous avons besoin urgemment aujourd'hui?